Donc, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir. Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous cet atelier, qui est dans un cadre privé, qui s'adresse avant tout aux membres de l'association Altruisme Efficace France et qui est l'occasion d'approfondir les idées qui peuvent faire l'objet de notre intérêt au sein de l'association. Donc, vous connaissez pour la plupart, sinon tous, l'association, donc je ne vais pas m'attarder sur sa présentation. En revanche, il est tout à fait pertinent de vous expliquer pourquoi je suis devant vous ici ce soir. Donc, je suis un des représentants de l'association, un de ses administrateurs. Je travaille sur des sujets assez diversifiés, hein, de l'administratif à la finance, au management de manière générale, et plus particulièrement on peut dire au suivi des projets qui concernent les carrières, comment réorienter des carrières vers des domaines à impact. Donc ça, c'est une des questions qui me préoccupe particulièrement. Et dans ce contexte, je gère un projet qui vise à identifier les opportunités de réduire ces risques de catastrophes globaux en France. Ça fait plusieurs mois que je manifeste un intérêt pour la question des risques existentiels, et c'est dans ce contexte que j'ai été amené à lire pas mal d'articles de recherche et notamment un ouvrage majeur de référence, et je viens vous partager ce soir ce que j'ai pu apprendre en chemin. Donc, qu'attendre de cette présentation? L'idée, c'est de vous partager un aperçu des moyens qui sont estimés particulièrement prometteurs pour réduire les risques existentiels. Bien sûr que je vais définir dans les prochaines minutes. Et par ailleurs, c'est aussi une invitation à structurer votre réflexion et vos recherches si vous êtes particulièrement intéressé par cette question de la réduction des risques existentiels. Alors, quelques remarques préliminaires. Les interventions que je vais présenter ici, elles ont pas un monopole. Il n'est pas garanti que ce soit les seules interventions qui soient prometteuses en matière de réduction des risques existentiels. Mais en tout cas, il y a 3 ans, lorsque le rapport dont je me suis inspiré avait été publié, le potentiel de recommandations alternatives avait été estimé soit moindre, soit plus incertain, d'où les idées sur lesquelles je vais m'attarder ce soir. Et par ailleurs, de manière générale, quand on traite la question de la réduction des risques existentiels, il est toujours bon de garder en tête que il existe probablement des idées assez prometteuses en matière de réduction de ces risques qui n'ont pas encore été considérées. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'on est dans un cadre assez incertain et évolutif. Aujourd'hui, on va commencer par les types d'interventions pour réduire les risques existentiels. Tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur la définition de ces risques. Qu'est-ce qu'on entend exactement par risque existentiel? L'acception la plus reconnue, c'est qu'un risque existentiel est une menace d'extinction de la vie intelligente sur Terre, ou à plus long terme de la vie intelligente issue de la Terre. Et par ailleurs, il n'y a pas que la fin de la vie intelligente, il y a aussi ce qu'on appelle la destruction permanente et drastique de son potentiel futur. Alors, la définition existe depuis une vingtaine d'années. Elle a été introduite par le philosophe Nick Bostrom, qui mettait premièrement, avant tout, en avant la possibilité qu'un événement redouté supprime la vie intelligente sur Terre, mais aussi réduisent drastiquement ce potentiel. Et en 2020, Toby Ord, qui a publié le livre The Precipice, qui traite particulièrement la question des risques existentiels, a plutôt mis l'accent sur le fait que le risque existentiel, c'est la réalisation d'une catastrophe, et une catastrophe qui a pour particularité de détruire ce qu'il appelle le potentiel de long terme de l'humanité. Si au départ, les risques existentiels, c'était finalement l'extinction de la vie intelligente sur Terre, et c'est toujours le cas. On observe tout de même que dans la description, aujourd'hui, dans sa définition, la recherche met aussi en avant la destruction du potentiel de long terme de l'humanité. Alors, cela étant dit, moi, je souhaite être fidèle à la définition qui est avancée aujourd'hui par la recherche. Toutefois, j'insiste sur le fait que de cette définition ne doit pas découler nécessairement ces définitions n'impliquent pas des préférences, des théories morales qui viseraient nécessairement à mettre davantage en avant les êtres humains étant amenés à vivre dans le futur plutôt que les êtres humains présents.
voilà, ce n'est pas une invitation à privilégier une théorie morale sur une autre, et pour ceux qui connaissent le terme, une éthique des populations sur une autre. Je souhaite avant tout restituer ce qui aujourd'hui fait consensus au sein de la recherche sur les risques existentiels. Alors, de la même manière, il me semble important, même si ce ne sera pas le cœur de la présentation, de vous faire part des raisons qui peuvent amener à considérer comme prometteuse la réduction des risques existentiels. Alors, aujourd'hui, il y a une diversité d'arguments qui sont avancés. Premièrement, alors si on parle de la réduction enfin si on parle de l'extinction de la vie intelligente sur Terre, de facto, un risque qui pourrait se réaliser. Donc, ce soir, j'ai pas prévu de dresser le profil des risques de leur ensemble, mais on peut rappeler qu'on parle des formes les plus extrêmes de réchauffement climatique, on parle de pandémies particulièrement sévères, on parle également de guerre nucléaire. Alors, on est sur des risques qui, s'ils se réalisaient, infligerait des souffrances considérables pour les personnes existantes aujourd'hui, qui sont plus de 7 milliards d'humains sur Terre. Donc, déjà, cette raison elle-même invite au fait de considérer comme prometteur la réduction des risques existentiels. Mais ça n'est pas le seul argument. Dans la recherche sur leur réduction et sur l'intérêt de les réduire, on met souvent en avant le fait que la réduction des risques existentiels serait extrêmement bénéfique pour les personnes futures, puisque, après tout, il y a l'humanité, on peut considérer que l'humanité est encore dans son enfance et qu'il y a encore des milliers de générations qui sont amenées à vivre, et que s'il y a une chance que de manière générale, les générations futures aient une expérience de vie positive, alors il serait souhaitable de leur permettre d'avoir une existence et de ne pas les priver d'une existence possible. Alors c'est l'acception long-termiste de la réduction des risques existentiels, mais encore une fois, même si c'était une idée qui est assez répandue, il y a d'autres raisons d'accorder son temps et de prioriser, en tout cas de considérer comme prometteur la réduction des risques existentiels. On peut penser, alors c'est pas forcément des arguments les plus convaincants pour être honnête, hein, mais par exemple le fait que nous avons jusqu'à présent bénéficié d'un héritage, hein, des choses qui nous ont été transmises par les générations passées, et dans ce contexte on pourrait considérer que un partenariat des générations, hein, c'est le philosophe Edmund Burke qui a avancé ce terme, un partenariat des générations nous inviterait à finalement préserver l'existence sur Terre et ne pas aboutir à son extinction parce que nous avons hérité et il faut poursuivre cet héritage. Alors moi, je considère que c'est pas forcément très convaincant, hein. Ça fait appel à peut-être un biais du statu quo ou un appel à la tradition. Voilà, c'est pas. Mais voilà, il faut savoir que ça fait partie des arguments qui existent. Il existe d'autres arguments, hein, par exemple la vertu, le fait que, de manière générale, on peut considérer que l'humanité se comporte de manière particulièrement imprudente et que dans ce contexte, il serait assez souhaitable de, de s'organiser de façon à poser moins de risques pour l'humanité elle-même. Enfin, le problème majeur avec les risques existentiels, c'est que, a priori, leur réalisation est irréversible. C'est un des critères qui les définit, et que dans ce contexte, même si on n'a pas de consensus aujourd'hui quant au statut moral des générations futures, et c'est parce qu'on est incertain sur ce statut moral des générations futures que, a priori, il semble peu souhaitable d'aboutir à un scénario dans lequel on met fin à la vie intelligente sur Terre, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et puisqu'on on est rarement, enfin aujourd'hui on n'est pas en capacité de dire que c'est désirable, donc dans ce contexte, compte tenu de certaines incertitudes, il peut paraître prometteur de travailler à la réduction des risques existentiels. Cela étant dit, il y a beaucoup d'arguments, une diversité importante, et ils sont loin de faire consensus. Je pense, à titre personnel, que le caractère irréversible de la réalisation de ces risques et la souffrance qu'ils peuvent notamment infliger, ne serait-ce qu'aux personnes présentes, sont des raisons solides de travailler à leur réduction. Si cette lutte se justifie au nom d'une pluralité de points de vue, j'ai envie de préciser que personne ne doit se sentir obligé de trouver tous ces angles pertinents, hein. Je sais qu'il peut y avoir des appréhensions à considérer que de se préoccuper des êtres qui ne sont pas encore nés, les générations futures, surtout celles qui sont situées dans un temps plus lointain. Mais je pense que même si
ces idées peuvent être prometteuses, il n'est pas nécessaire d'y adhérer pour considérer comme comme prometteuse la réduction des risques existentiels. Et enfin, c'est parce qu'il y a cette diversité d'arguments que je pense que c'est une cause qui, de manière générale, peut être plutôt consensuelle, compte tenu des diverses raisons qui peuvent y mener. Donc, ce passage introductif étant fait, je vais vous présenter les différents types d'interventions concernant la réduction des risques existentiels. Alors, là, je vais traiter la réduction des risques existentiels, mais ce sont des principes qui valent également pour la gestion des risques de manière générale. Donc, on distingue trois classifications courantes d'intervention. Je vais vous les présenter dès maintenant. La première, donc, c'est la temporalité. Finalement, c'est la question de la temporalité par rapport à l'événement redouté. Est-ce qu'on est avant? Est-ce qu'on est pendant? Est-ce qu'on est tout de suite après? Dans l'après, lorsque l'événement redouté s'est terminé. Évidemment, le premier, c'est la prévention. C'est ces approches qui réduisent la probabilité que l'événement redouté se produise ou que un risque devienne existentiel, parce qu'il y a des risques qui s'inscrivent dans un continuum. Si je prends le réchauffement climatique, on peut essayer de réduire le risque pour éviter qu'il devienne existentiel. Hein. Un réchauffement climatique à 1,5 degré en moyenne d'ici la fin du siècle, ça n'est pas un réchauffement climatique à plus 6 degrés à la fin du siècle. Hein. Dans le second cas, ça peut être un risque existentiel, alors que dans le premier cas, on n'a pas forcément des raisons de croire qu'il pourrait mettre fin à la vie intelligente sur Terre. Deuxièmement, la réponse, c'est-à-dire une fois que le risque a été réalisé, il y a des interventions qui existent pour améliorer la capacité de réaction des gens qui aident à gérer l'impact immédiat de l'événement. Et on l'a bien vu avec la pandémie de Covid-19, hein, cette notion de prévention versus réponse, elle ressort bien via les exemples que peuvent nous offrir l'actualité. Par ailleurs, il y a aussi l'endurance. Donc là, on n'est pas dans on n'est pas dans l'immédiateté de la réalisation du risque. Là, l'endurance, c'est sur le moyen terme. Une fois que le risque s'est réalisé, comment affrontons le choc qui est survenu, et notamment pour ce qui est de la réduction des risques existentiels, de permettre aux gens de survivre plus facilement aux conséquences d'un événement. Alors, j'ai envie de dire que sur l'endurance et comme sur le rétablissement, sur les risques existentiels, c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur ces points parce que la spécificité des risques existentiels, alors si on prend selon leur première définition, à la fin de la vie intelligente sur Terre, il est probable qu'il y ait très peu de personnes qui soient capables d'endurer la réalisation d'un risque existentiel s'il est particulièrement sévère. Mais c'est quand même une dimension à prendre en compte. Hein. Et par ailleurs, sur le rétablissement, alors ça pareil, hein, il y a de manière générale, une fois qu'un risque est réalisé, on peut travailler à la reconstruction hein, notamment pour permettre aux personnes qui ont survécu de reconstruire, de réparer les dégâts. Alors, dans le cas d'un risque existentiel, c'est particulièrement complexe de s'atteler à cette tâche. Et je pense que ça nécessite vraiment d'être souligné, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Mais de manière générale, il y a quand même un accent particulier qui est mis sur les stratégies de prévention, notamment parce que souvent elles ont des mécanismes de causalité qui sont sous-jacents, enfin qui sont les mêmes que des risques moins graves. Par exemple, une partie des risques les plus extrêmes liés au réchauffement climatique ont les mêmes mécanismes que les risques modérés liés au réchauffement climatique. Donc en fait, la prévention, elle a l'intérêt de pouvoir nous permettre de travailler sur les différentes formes d'un même risque, si on prend l'échelle de leur gravité. Quoi. Et en plus, certaines approches de prévention, elles peuvent, parce que parfois il y a des facteurs de risque qui sont communs à des risques déjà connus, elles s'intègrent plus facilement dans des travaux qui traitent de risques de catastrophe avec un soutien plus établi. Donc c'était un des premiers axes hein, quand on parle de type d'intervention. Hein, voilà, il y a cette classification qui est la prévention, la réponse, l'endurance et le rétablissement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'approche, est-ce qu'on est dans une approche transversale ou est-ce qu'on est sur une approche spécifique au risque donc les risques existentiels, hein, je ne vous ai pas redressé le profil ce soir, mais par exemple quand on parle des risques liés par exemple au fait que les intelligences artificielles ne soient pas alignées avec les intérêts humains, ou quand on parle des pandémies les plus sévères, là on est sur des risques spécifiques. En revanche, il y a peut-être des interventions qui sont transversales, donc qui traitent une pluralité de risques, et
D'où l'importance de cette distinction. En fait, le problème du risque transversal, de l'approche transversale, c'est que a priori, elle peut être davantage négligée parce que, de fait, dans les organisations telles qu'elles existent aujourd'hui, on travaille généralement en silo. De manière générale, un domaine n'excelle pas forcément dans le fait de coopérer avec un autre domaine. Et dans ce contexte, travailler sur des approches qui réduisent de manière transversale des risques existentiels, donc qui réduisent plusieurs risques à la fois, ça peut exiger énormément de coordination. Et comme on le verra plus tard, c'est un défi particulièrement important. Donc, par ailleurs, voilà, la prévention tend à être plus spécifique au risque. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, il est plus facile de travailler à la prévention parce que on peut le faire, on peut le faire on peut se rattacher à des risques qui sont un peu plus connus. Et paradoxalement, donc le transversal, qui est déjà un sujet compliqué parce qu'il exige de coordination, peut parfois moins se prêter à la prévention. Donc j'ai envie de dire, c'est une double peine pour l'approche transversale, mais ce qui veut dire qu'elle est particulièrement négligée et d'autant plus importante. Comme on peut le souligner aussi, les approches de réponse et de reconstruction, celles-ci ont tendance à être plus transversales. Et un des défis, il me semble, c'est de permettre à la prévention d'être tout aussi transversale. Enfin, encore sur ces types d'interventions, avant d'entrer dans le dur des suggestions qui sont faites par la recherche, par une partie de la recherche, il y a finalement l'approche qu'on va avoir vis-à-vis des risques. On peut travailler directement à réduire un risque. Alors, qu'est-ce que ça donne, une approche directe? Par exemple, si on prend les risques liés aux armes nucléaires, ça peut être de travailler directement au démantèlement des stocks d'armes nucléaires. Ça, par exemple, c'est une approche directe. Et alors qu'une approche indirecte, ce serait par exemple de travailler aux activités qui favoriseraient la recherche sur les risques existentiels de manière générale. Voilà, pas forcément militer ou travailler même pour parce que travailler, ça implique directement au contact des organisations qui gèrent ces stocks. Donc voilà pourquoi il y a une distinction directe et indirecte. On peut quand même souligner qu'il y a des activités intermédiaires, hein. Par exemple, le fait de militer pour la réduction du stock d'armes nucléaires, ça peut être fait à la fois au contact des acteurs qui gèrent ces stocks, mais ça peut être aussi au contact de chercheurs. C'est à l'interface entre le direct et l'indirect, si on peut le présenter comme ça. Et on peut souligner que donc, le renforcement des capacités, hein, c'est le terme qu'on utilise généralement, donc ça vient de l'anglais capacity building, si on peut dire, et c'est le terme qui est utilisé pour décrire l'approche indirecte, hein, et qui se traduit souvent par de la recherche, que ce soit dans les techniques ou dans les politiques de réduction des risques. Hein. Comment va-t-on faire pour réduire ces risques? Tandis que l'approche directe, parfois, travaille plus à l'application des mesures déjà connues de réduction de ces risques. Et enfin, l'approche indirecte, elle vise aussi à sensibiliser aux risques existentiels. Ça peut être le moyen de faire de la pédagogie. Et ce soir, typiquement, je suis plutôt dans une approche indirecte que dans une approche directe, puisque je ne travaille pas directement en vous parlant à réduire un risque existentiel. On peut quand même souligner que ces stratégies ont des spécificités. Typiquement, les stratégies indirectes, hein, de renforcement des capacités, elles sont plus souvent appropriées pour les risques qui sont encore émergents ou peu connus, où les étapes en fait qui sont nécessaires à leur réduction ne sont pas encore connues. Et on n'a pas de mesures à mettre en œuvre dès maintenant pour réduire ces risques. Et donc, il faut faire de la recherche ou sensibiliser au fait que ces risques existent, mais sans pour autant préconiser des réponses. Et donc, c'est là que le renforcement des capacités est intéressant. Hein. Et par ailleurs, il faut quand même dire que le renforcement des capacités, ça n'a pas vocation à être quelque chose dans sa bulle qui existe pour lui-même. La finalité, ça reste quand même de permettre davantage de travail direct dans le futur. Si on fait de la recherche pour réduire les risques existentiels, c'est finalement pour se poser à terme la question de comment les réduire, si tant est qu'on a conclu qu'il était possible et souhaitable de les réduire. Donc là, vous pouvez bien imaginer que ça implique une
une variété d'acteurs assez important pour répondre à cette question. Voilà, le renforcement des capacités a avant tout de la valeur parce que, in fine, il permettra un travail direct, alors qu'aujourd'hui, le travail direct, il est particulièrement possible pour les risques qui sont mieux compris. Par exemple, le réchauffement climatique et les guerres nucléaires. On connaît ces profils, on connaît ces risques, leurs profils dans la plupart des scénarios. Je pense au scénario du GIEC pour le réchauffement climatique. Donc, le travail direct est intéressant dans ces cas de figure et, par exemple, il permet aussi de démontrer la plausibilité des stratégies qui ont été mises en avant pour réduire ces risques. Donc, c'est ça la distinction majeure et ça complète la palette des outils qui existent pour réduire des risques existentiels. Alors, si je devais résumer, on avait donc en cas de fois, en fait, est-ce qu'on est sur la prévention, est-ce qu'on est sur la réponse, est-ce qu'on est sur l'endurance ou le rétablissement face au risque. Deuxièmement, est-ce qu'on est sur une approche transversale ou spécifique au risque. Et enfin, est-ce qu'on est sur une approche directe ou plutôt sur une approche indirecte. Et maintenant qu'on est armé avec ces outils conceptuels, je vous propose de traiter 3 recommandations majeures pour réduire les risques existentiels. Alors là, je souhaiterais souligner que ça n'est pas exhaustif, comme je l'ai dit en introduction. Donc ça, c'est des recommandations qui, après un travail de sélection, ont été estimées comme les plus prometteuses en 2017 par le Global Priorities Project, en relation avec le Future of Humanity Institute de l'Université d'Oxford, qui a publié un rapport sur la gouvernance et la diplomatie en matière de réduction des risques existentiels. Donc c'est un rapport de 2017 qui est basé sur beaucoup de sondages d'experts du domaine. Mais l'idée, c'est pas à dire que ce que vous allez voir ce soir, ça représente l'intégralité des stratégies qu'il existe et des mesures les plus prometteuses qu'il existe pour réduire les risques existentiels. En revanche, ce sur quoi on peut s'accorder aujourd'hui, c'est que ce qui sera présenté ce soir reste encore quelque chose d'assez, on va dire, ça fait partie des recommandations les moins certaines par rapport à d'autres qui peuvent exister, bien que ce soit un domaine qui évolue assez vite. On parle d'un rapport qui a 3 ans, il y a eu de la recherche entre-temps. C'est le dernier rapport que j'ai trouvé aussi structuré sur la question de la gouvernance et des approches les plus prometteuses en matière de réduction des risques existentiels, mais je ne prétends pas à ce que ça couvre l'intégralité des idées les plus pertinentes. Je suggérerais en fin de présentation des ressources qui permettent de se faire des idées peut-être plus actualisées et plus fines de toutes ces recommandations qu'il existe sur la réduction des risques existentiels. Et bien, désormais, je vais vous les présenter. Je vais m'attarder sur 3 recommandations. La première concerne le risque de réchauffement climatique extrême et s'attarde sur le développement de la gouvernance de la recherche en matière de gestion du rayonnement solaire. La seconde traite des risques biologiques catastrophiques. On va parler de la préconisation d'établir des scénarios et des exercices pour ce qu'on appelle les pathogènes modifiés au niveau international. Et enfin, la troisième recommandation, c'est le fait d'attirer l'attention et le soutien de la communauté internationale sur la réduction des risques existentiels. Pas de panique, je vais entrer dans les détails. Donc voilà, ça c'est le rappel que j'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est des interventions, mais il en existe d'autres. Et par ailleurs, on peut très fortement supposer que tout ce qui sera présenté ce soir peut coexister avec d'autres idées, mais qu'on n'a pas encore découvertes. Donc le premier, c'est les risques de réchauffement climatique extrême, le déploiement de la recherche en gestion du rayonnement solaire. Donc, la recommandation exacte qui a été faite par le Future of Humanity Institute et le Global Priorities Project, c'est le fait que la communauté internationale devrait sensibiliser davantage la diplomatie aux questions soulevées par la gestion des rayonnements solaires afin de développer des codes de conduite, de gouvernance ou de réglementation appropriés. Alors là, une question peut se poser dans la plupart des cas. Qu'est-ce qu'est la gestion des rayonnements solaires? Alors, la gestion du rayonnement solaire, c'est l'application des techniques qui visent à réfléchir la lumière du soleil et à réduire les températures mondiales. Et donc, c'est principalement un outil qui pourrait être utilisé pour réduire les risques associés, les risques les plus extrêmes associés au réchauffement climatique. Et j'utilise l'acronyme anglais, donc qui est Solar Radiation Management. Je vais parler de SRM, donc c'était toujours la gestion du rayonnement solaire. C'est juste pour des questions de simplicité. Donc l'amélioration et la recherche sur les SRM et la gouvernance de cette recherche pourrait contribuer à réduire les risques tant du réchauffement climatique que de l'usage de ces SRM eux-mêmes.
Et, en fait, même si aujourd'hui ça peut sembler lointain d'utiliser des techniques de rayonnement solaire pour réduire les températures mondiales, en fait, on peut considérer qu'il y aura également de fortes incitations à utiliser le soleil à la Terre, parce que les climatiques ont une capacité à se faire sentir, et les températures planétaires, c'est d'autant plus vrai dans le futur. Mais par ailleurs, une partie des caractéristiques de domestiques soumise à des fortes pressions pour utiliser de l'esterine pour justement réussir. Et comme on l'a entendu, de réduire les températures mondiales rapidement et vraiment beaucoup. Et donc, la recommandation de ce rapport, c'est de continuer une recherche sur la gouvernance des SRL parce qu'on ne peut pas se permettre que la question nous tombe dessus. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette technologie, elle est dans son enfance. Hein. Il faut savoir que c'est avant tout des modèles mathématiques qui sont réalisés sur ces techniques, mais il y a des appels qui sont de plus en plus nombreux pour conduire des tests, des tests grandeur nature, hein, pour tenter, par exemple, de mettre du sulfate dans la stratosphère pour tenter de réduire les températures. Et donc, on est quand même sur des tests qui, s'ils étaient réalisés à grande échelle, pourraient causer des dommages assez importants. Et donc, c'est pour ça qu'à priori, la gouvernance et faire davantage de recherches sur la gouvernance pourrait être nécessaire parce que d'une part, il y a des risques qui sont inhérents à ces SRM et d'autre part, il y a aussi la possibilité d'aléas moraux. Et donc, aléas moraux, c'est-à-dire que avoir connaissance du fait qu'il existe des techniques pour réduire les températures mondiales pourrait par exemple, aboutir inviter à la conclusion qu'il n'est pas souhaitable de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui, a priori, semble être à éviter. Et dans ce contexte, la recherche sur la gouvernance de ces SRM doit aussi traiter cette question. Donc, si on devait résumer sur la recherche, hein, son intérêt, c'est premièrement d'essayer d'éviter le rejet prématuré de cette ingénierie climatique, hein, parce que parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore si en fait on est en mesure de pouvoir s'en passer. Euh, mais par ailleurs, voilà, parce qu'on est dans un contexte climatique qui est assez particulier. Et donc, dans ce contexte, à la fois, il y a un risque de rejet prématuré de cette technologie, mais aussi le risque inhérent à cette technologie qui serait finalement de l'utiliser de manière prématurée et pas suffisamment prudente. Donc, la recherche, elle devrait pouvoir nous éclairer sur, sur ce qu'il faut faire entre ces deux risques, finalement, entre rejet prématuré et utilisation prématurée. Tout l'intérêt d'essayer d'en savoir plus. Et aujourd'hui, si on devait décrire le contexte, une des problématiques, c'est qu'on ne sait pas encore quelle est la réglementation internationale qui va encadrer cette pratique. Il n'y a pas de traité particulier ni de réglementation adaptée. En fait, on imagine qu'il est possible de s'inspirer de la gouvernance de la géo-ingénierie, hein, qui, elle, pour le coup, tombe sous la houlette du PNUD, hein, du programme des Nations Unies pour le développement. Mais en fait, on se rend compte que les instruments existants, ils ne seraient pas forcément adaptés aux nouveaux aux nouveaux défis hein, qui sont posés par ces SRM. Et dans ce contexte, on n'est vraiment pas certain sur l'intérêt des outils existants. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le dilemme du contrôle de la technologie, c'est-à-dire que si la gouvernance est développée trop rapidement, elle sera peut-être pas forcément adaptée aux technologies qu'elle est supposée contrôler. Je vais revenir là-dessus plus tard, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Non, même si effectivement il y a un risque à vouloir contrôler trop tôt une technologie, bien sûr, il y a de très bonnes raisons d'essayer d'être en faveur d'une gouvernance précoce de ce sujet. Et là, en l'occurrence, donc des technologies de gestion du rayonnement solaire. Alors, je vous ai présenté le contexte actuel. Donc l'intervention qui est mise en avant par la recherche aujourd'hui, c'est le fait de développer des instruments pour une gouvernance et une régulation de la recherche sur les SRM. Donc cette gouvernance, elle doit être appropriée à l'activité de recherche ciblée. En fait, lorsqu'on essaye de gouverner une technologie, il y a un risque qui s'appelle le regulatory overkill, c'est-à-dire que finalement, on régulerait plus que nécessaire. Et dans ce contexte, on pourrait empêcher la recherche qui a peu de risques et pourtant qui a beaucoup de valeur. Et ça, ce serait vraiment pas souhaitable. Par ailleurs, si on ne régule pas, en fait, ou plutôt si on régule, enfin, en gros, si on régule trop mais pas bien, c'est pas forcément souhaitable et du coup, il vaut mieux essayer d'avoir a priori une gouvernance qui permette un certain nombre de paramètres, par exemple
le fait, comme je viens de le dire, de laisser la recherche peu risquée se faire, mais c'est aussi, par exemple, donner des conseils aux scientifiques pour qu'ils designent des recherches qui soient socialement acceptables, et par ailleurs avoir une recherche qui adresse les préoccupations du grand public sur les mauvais usages potentiels de ces technologies. Et enfin, c'est aussi une gouvernance qui efface qui met un terme au vide juridique qui peut exister sur cette technologie. Donc c'est ça qui semble intéressant de faire en matière de gouvernance, mais ce n'est pas d'avoir une gouvernance qui soit trop vite, prématurée, trop forte et qui ne prendrait pas en compte ces quatre paramètres qui sont particulièrement importants. Donc, sur la gouvernance, aujourd'hui, on imagine qu'il serait, donc de ces technologies de gestion du rayonnement solaire, on imagine qu'il serait possible de s'inspirer des principes d'Oxford sur la géo-ingénierie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces principes puisque le temps nous manque, mais il faut savoir que c'est des principes qui sont à suivre dans le cadre des protocoles de recherche sur le développement des techniques de géo-ingénierie. Et il existe encore d'autres codes de conduite en matière de géo-ingénierie et de recherche sur la gouvernance de la géo-ingénierie. Et ces codes, ils offrent des perspectives assez concrètes. Il y a des solutions qui sont envisagées, par exemple, par exemple, s'il y avait des accidents qui devaient être réalisés en cas d'utilisation de la géo-ingénierie. Comment est-ce qu'on indemnise des acteurs qui auraient été endommagés par une forme de géo-ingénierie? Donc, il existe des outils. Là, pareil, même ce code de conduite qui semble assez pratique en matière de géo-ingénierie, finalement, c'est encore un brouillon et il ne traite pas spécifiquement des technologies de rayonnement solaire. Et par ailleurs, son utilisation pourrait retarder une recherche importante et de valeur sur les technologies de gestion du rayonnement solaire. On peut quand même lui accorder le point qui est qu'a priori, il ne semble vraiment pas raisonnable de déployer des tests à grande échelle en matière de gestion du rayonnement solaire avant que des événements de gouvernement ne soient mis en place. Parce qu'on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où le déploiement de ces SRM ne pose problème avant qu'une gouvernance appropriée n'ait eu le temps de se former. Donc, loin de vous proposer une conclusion définitive, un de mes objectifs de la présentation ce soir, c'est aussi de vous présenter finalement la complexité que représente la réduction d'un risque tel que celui de finalement l'utilisation des technologies de gestion du rayonnement solaire. Et une des mesures qui ressort le plus, c'est avant tout de favoriser l'ouverture de la recherche et de la collaboration internationale, puisque, a priori, le risque existentiel terminal est réduit si beaucoup de pays ont la capacité de concevoir des programmes d'ingénierie climatique. Ça réduit les risques d'asymétrie. Il n'y aurait qu'un seul acteur, par exemple, qui aurait ce pouvoir disproportionné sur les autres. Et, euh, et par ailleurs, euh, même si et donc ça, c'est un défi particulier que cette intervention doit traiter. Alors, on estime que la recherche sur les SRM, euh, elle peut vraiment avoir de la valeur parce que d'une part, elle permet d'en apprendre plus sur une technologie qui pourrait aider à réduire les risques de réchauffement climatique dans le futur. Donc ça, c'est vraiment important. Et par ailleurs, elle pourrait permettre de démarrer un processus qui pourrait conduire à une gouvernance appropriée du déploiement des SRM dans le futur. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette recherche, elle ne va pas se... L'idée, c'est pas tout de suite de travailler au déploiement des SRM, mais c'est avant tout de se poser des bonnes questions en matière de recherche sur les SRM. Mais a priori, formuler un cadre de gouvernance serait bénéfique finalement à la gouvernance du déploiement des SRM, une fois qu'on a traité la question de la recherche. Alors, si cette intervention elle était correctement menée, elle pourrait permettre d'une part de réduire les risques existentiels liés au réchauffement climatique, puisque voilà la possibilité de réduire les températures mondiales, mais elle pourrait aussi permettre de réduire les risques associés à ces technologies qui ont une capacité, on peut dire, démiurgique de modifier les températures mondiales. Euh, Cela dit, j'aimerais souligner que ça peut aussi créer un aléa moral qui pourrait réduire notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et
Donc ça sera vraiment quelque chose de pas souhaitable du tout. En revanche, on peut quand même souligner que cet aléa moral, il n'est pas garanti. Et un risque d'aléa moral comme ça peut être réduit, par exemple, en argument le fait que les SRM ne sont en aucun cas un moyen de justifier l'inaction en matière de réduction des émissions. Par exemple, ça, si la recherche et la gouvernance de la recherche arrivent à mettre en avant ce paramètre, alors il y a un risque réduit d'aléa moral. Par ailleurs, si la recherche mettait en avant le fait qu'il y avait des techniques sûres et efficaces finalement de gérer les températures mondiales, alors a priori, il serait rationnel de prévoir d'utiliser ces techniques dans certaines circonstances. Voilà, toutefois, comme j'ai dit, réguler, hein, essayer de réguler peut-être parfois de manière un peu prématurée pourrait réduire les recherches de valeur ou pire encore, peut-être échouer à empêcher certains projets risqués. En ce qui concerne cette intervention, on imagine qu'elle pourrait s'inspirer des principes d'Oxford en matière de géo-ingénierie, mais il y a quand même encore une partie de cette recherche qui reste qui doit encore voir le jour parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est le plus souhaitable, d'où l'importance de davantage finalement gouverner cette recherche sur les SRM. Donc ça, c'était ce que je peux peut-être encore souligner, c'est que aujourd'hui, hein, il y a déjà eu des appels pour davantage gouverner cette recherche, mais la communauté est encore trop petite, hein. Il y a peu de moyens qui y sont consacrés. Donc c'est pour ça que en fait, ça paraît assez prometteur de se pencher sur la question. Et par ailleurs, il faut savoir que pour faire sa place dans le paysage politique, hein, cette intervention, elle aura besoin d'être soutenue par la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, beaucoup de ses membres sont plus ou moins défavorables aux technologies qui pourraient avoir des incidences sur le climat. Et, mais en fait, c'est pas évident cette opposition parce que on peut supposer que justement, vu que là, on n'est pas sur une proposition qui vise à déployer ces SRM, mais vraiment à gouverner la recherche, ben, on peut tout à fait imaginer que les opposants au SRM eh ben, seraient plutôt intéressés par une approche qui vise à gouverner la recherche pour justement s'assurer qu'elle prenne une direction désirable. Et par ailleurs, cette gouvernance, hein, puisqu'elle vise à justement prévenir des recherches trop risquées, elle pourrait intéresser une communauté qui est plus ou moins sceptique au départ. Euh, enfin, on peut quand même supposer, on peut aussi supposer que cette communauté scientifique, et elle pourrait peut-être parfois à juste titre être quand même sceptique par le fait de davantage faire de recherches sur ce sujet, parce que ça pourrait être une des incitations à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc il est là le fameux dilemme à résoudre, et eh bien, on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Alors, la deuxième approche, c'est sur les risques biologiques catastrophiques. Donc établir des scénarios et des exercices pour des pathogènes modifiés au niveau mondial. Alors ça, c'est un sujet dont on a appris à faire face un peu plus ces derniers mois, alors que, bien sûr que partiellement, hein, mais en tout cas qu'on a appréhendé ou touché du bout des lèvres. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, la gestion des pandémies est un défi. C'est quelque chose qui a plus ou moins été démontré par l'actualité récente, mais d'ailleurs comme l'avait déjà fait, comme l'avait déjà montré l'épidémie Ebola en 2015, hein, elle avait mis en lumière le besoin d'amélioration significative de la réponse aux pandémies. Eh bien, c'est pareil pour le Covid-19. Cela dit, on a la chance qu'aujourd'hui, le SARS-CoV-2, tel qu'on le connaît, est un virus plutôt peu létal et relativement peu contagieux. Alors, c'est pas du tout pour négliger la gravité de ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pour peut-être voilà, sur l'échelle de ce qu'on connaît en matière de pathogènes, on a plutôt eu de la chance. Et on constate que des pathogènes modifiés, hein, et particulièrement qui seraient modifiés à dessein pour être plus virulents et plus contagieux, pourraient rendre la gestion des pandémies telle qu'on la connaît moins efficace et pourraient causer des dégâts bien plus importants. Et ce qu'on peut souligner, c'est que à ce jour, la planification de scénarios justement qui impliquent des pathogènes modifiés, des formes les plus sévères de pandémie, en fait, cette planification des scénarios, elle est quasiment inexistante sur le plan international. Euh, je ne dis pas que la menace est imminente, ce n'est pas ce que dit la recherche, hein. Aujourd'hui, aucune des armes biologiques, hein, disponibles à ce jour n'est suffisamment dangereuse pour poser une menace existentielle. Donc on n'est pas sur une menace qui est immédiate. Toutefois, on a des raisons de croire que certains groupes sont dotés d'une capacité à élaborer des pathogènes modifiés. Et dans ce contexte, s'ils accédaient à ces pathogènes, ça pourrait effectivement avoir de véritables conséquences catastrophiques. Et
Et d'où l'intérêt d'anticiper cette question, puisque la biotechnologie progresse et de manière générale, c'est par définition, il y a des avancées qui sont tout à fait intéressantes, mais demain, il pourrait en découler de ce qu'on appelle des pandémies liées à des pathogènes modifiés qui pourraient avoir un impact bien plus grave que la pandémie que nous connaissons actuellement, et donc qui pourrait poser un risque existentiel important, parmi les plus sévères des risques existentiels pour l'humanité. Donc une fois que j'ai détendu l'atmosphère, ce que j'aimerais souligner, c'est que à ce jour, hein, les acteurs qui sont chargés de travailler à la réponse aux pandémies, c'est notamment les gouvernements nationaux qui ont en fait, la responsabilité de gérer la survenue des maladies émergentes, mais ça se fait conjointement aux organisations internationales et aux traités qui existent. Euh, on peut citer, alors vraiment, j'ai pas le temps, je vais devoir accélérer, mais on peut citer un ensemble d'institutions qui existent pour assurer la préparation et la réponse aux épidémies liées aux pathogènes modifiés. Donc des organisations qui seraient pertinentes hein, s'il devait survenir des épidémies liées à des pathogènes modifiés. Je pense notamment aux Nations Unies, à la Convention pour les armes biologiques, à l'OMS, qui fait plein de choses qui sont pertinentes, qui pourraient être pertinentes si un pathogène modifié devait donner lieu à une épidémie. Hein, on peut penser, il y a un réseau d'alerte, je prends un peu le temps parce que c'est super important et c'est très peu connu, mais il y a ce qu'on appelle le GORAN, le Global Outbreak Alert and Response Network, qui est un réseau qui travaille à l'identification et à la réponse rapide aux pandémies qui ont un caractère international. Il y a par ailleurs d'autres systèmes d'alerte, hein, je pense au GISRS, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on manque de temps. Il y a par ailleurs toujours sous la houlette de l'OMS, ce qu'on appelle le Biorisk Management Programme, donc, qui émet des recommandations sur la biosécurité des laboratoires. Et ça, par exemple, cette action de l'OMS, qui fixe par ailleurs le cadre international en matière de sécurité sanitaire, le cadre réglementaire, ce sont des outils qui sont adaptés. En tout cas qui s'avère tout à fait pertinent pour prévenir et pour gérer des épidémies liées à des pathogènes modifiés. On peut encore citer d'autres acteurs, hein, comme l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO ou encore Interpol, qui travaillent particulièrement sur les questions bioterroristes pour ce dernier. Toutefois, euh, voilà, aujourd'hui, de manière générale, quand des organisations travaillent à la planification des scénarios de pandémie, comment est-ce qu'elles font? Eh ben, elles mènent différents types. Identifier leur capacité à gérer des crises. Donc il y a plusieurs exercices hein, qui vont des plus théoriques hein, autour d'une table aux exercices à grande échelle dans des environnements réels, on peut dire, où tous les moyens sont déployés et on fait vraiment comme si le risque s'était réalisé. Et on constate que ces exercices, aujourd'hui, ils sont la plupart du temps fournis par l'OMS ou l'Organisation internationale de la santé animale ou encore la FAO et Interpol. Et donc, il existe déjà des efforts de planification de scénarios aux entités hein, qui sont fournis aux États et par exemple aux institutions onusiennes. Mais le problème majeur de ces éléments, de ces efforts actuels en matière de planification des risques biologiques, c'est qu'ils se concentrent de façon prédominante sur les maladies d'origine naturelle. Donc sur la grippe par exemple ou sur les coronavirus d'origine naturelle, et on comprend tout à fait, c'est pas du tout un reproche. En revanche, on peut constater qu'ils ne traitent pas des pathogènes modifiés. Et en revanche, c'est un risque qui paraît suffisamment important et qui aurait des conséquences suffisamment importantes pour faire l'objet d'une planification spécifique. On peut aussi souligner que, de manière générale, même les plans qui se concentrent sur les maladies qui sont pas d'origine naturelle, ben, c'est souvent des maladies qui prennent. On va parler de pathogènes qui sont déjà connus, comme la peste ou la variole. Ou la variole. On ne va pas parler de pathogènes qui seraient modifiés à dessein pour avoir des propriétés dangereuses. Or c'est a priori c'est particulièrement ceci qui pose des risques existentiels. Donc on est en quelque sorte dans une impasse en matière de ce qui existe et de ce qui serait nécessaire. Euh, Enfin, une des limites de ces efforts de planification, de réponse aux pandémies existantes, c'est que généralement ils ont un focus qui est national ou régional, mais rarement international. Et c'est particulièrement compromettant puisque, par exemple, on sait,
la pandémie actuelle nous l'a bien montré, c'est que si une pandémie liée aux pathogènes modifiés devait survenir, il est assez probable qu'elle survienne à plusieurs. Enfin, en fait, une épidémie se répand partout et donc nécessairement il faut une réponse internationale. On peut quand même souligner une note assez positive, hein, c'est qu'aujourd'hui, en matière de bioterrorisme, là pour le coup, les efforts de réponse impliquent une diversité d'acteurs internationaux. Donc là, on est plutôt sur une bonne voie. Alors, l'intervention proposée, c'est vraiment de faire en sorte que la réponse à une pandémie sévère liée à des pathogènes modifiés soit planifiée. Euh, et donc, il faudrait, dans l'idéal, tester ces plans en appliquant un panel large d'acteurs internationaux. Et donc, ça permettrait d'identifier, en fait, le fait de faire cette planification permettrait de savoir en amont quelles sont les expertises qui sont requises, quels sont les accords qui sont préalables afin d'apporter une réponse fluide et quels canaux de communication doivent être renforcés. Cette planification, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, en fait, elle devrait prendre en compte la nature spécifique des pathogènes modifiés, ce qui n'est pas le cas de ce qui existe actuellement, parce que les pathogènes modifiés posent un plus grand risque et pourraient encore être amenés à poser un plus grand risque dans le futur. Donc, il faut prendre en compte, par exemple, le fait qu'ils pourraient être déployés de façon délibérée ou alors résulter d'un accident dans un laboratoire, mais dans tous les cas, ils pourraient aboutir à des pandémies particulièrement extrêmes. Enfin, on peut souligner que même si ces pandémies sont relativement improbables, justement, c'est leur échelle hein, et leur sévérité qui pourraient justifier des actions en faveur de la réduction de ce risque. Pour souligner un peu et rapidement la différence entre finalement, par exemple, la pandémie de Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui et par exemple une pandémie qui serait liée à des pathogènes modifiés, alors même s'il y a des éléments de réponse qui sont communs, il y a, il y a des distinctions majeures. Le fait qu'une pandémie liée à des pathogènes modifiés impliquerait davantage le domaine de la sécurité et par exemple de la gestion des risques terroristes, hein, et pas uniquement de la santé publique. Donc ce serait une coordination de ces deux domaines. Par ailleurs, il y aurait des efforts accrus pour identifier exactement la source de la pandémie afin d'y apporter une réponse appropriée. Hein, parce que quand un virus est naturel, c'est a priori quand on sait qu'il vient des animaux, et bien bon, même si voilà, on a des doutes sur le fait qu'il a été transporté par le pangolin ou par un autre acteur, c'est encore différent d'un pathogène qui aurait été élaboré par un acteur bien précis, auquel cas il importerait vraiment de connaître la source pour apporter une réponse appropriée. Enfin, on peut supposer que les mesures pour répondre à des pandémies standards ne fonctionneraient pas forcément avec un virus qui aurait une contagiosité ou une sévérité accrue. Donc voilà, il y a quand même des spécificités qui justifient des efforts de gouvernance bien précis, bien spécifiques à ces risques liés aux pathogènes modifiés. Et donc on peut espérer qu'en étant conscient des potentiels catastrophiques liés à ces nouveaux pathogènes, certains États essaieront d'identifier comment ils auraient réagi à l'épidémie qu'on connaît actuellement s'il avait été délibérément causé. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Bien sûr, c'est un souhait avant tout. Alors, on a des raisons de croire que c'est plus ou moins prometteur, hein, parce que ça permettrait de sensibiliser de façon adéquate les décideurs face aux risques biologiques émergents. Par ailleurs, ça permettrait d'identifier des domaines, donc le fait de planifier, hein, quand j'ai dit ça permettrait, c'est pas juste de travailler sur les pandémies, c'est bien sur l'intervention bien spécifique, qui est planifier la réponse et même la prévention des pandémies les plus liées à des pathogènes modifiés. Et le fait de faire cet exercice permettrait d'identifier les domaines dans lesquels on a besoin de faire des progrès où il y a besoin de réformes, quelles sont les voies qui ont encore été insuffisamment explorées, est-ce qu'on peut émettre des recommandations, est-ce qu'on peut avoir de meilleurs canaux de communication entre institutions ou des programmes d'entraînement spécifiques pour réduire les risques liés à l'émergence des pandémies liées à des pathogènes modifiés. Donc identifier les domaines, il y a aussi améliorer en améliorant la planification, on améliore la coopération. On peut espérer améliorer la coopération nationale et internationale concernant ces risques biologiques, ce qui aujourd'hui semble encore faire défaut. Et
on peut aussi souligner que l'intervention pour soutenir les efforts existants en matière de réponse aux pandémies, le fait de planifier la réponse aux pandémies les plus extrêmes se ferait pas ex nihilo, mais ça pourrait renforcer, par exemple, les efforts qui sont en train d'être déployés actuellement pour répondre à la pandémie de Covid-19. La façon dont gouverne l'OMS, dans ses prérogatives, bien sûr, les institutions existantes, les traités existants. Donc le fait de planifier davantage des formes pour les plus sévères de pandémie aurait probablement des effets bénéfiques sur les initiatives existantes. Euh, voilà, on peut souligner qu'il y a peut-être une fenêtre d'opportunité aujourd'hui, hein, puisque la pandémie de Covid-19 peut avoir créé un contexte qui semble se prêter à une intervention, hein, qui semble en fait où on inviterait les décideurs à planifier des formes les plus sévères de pandémie. Alors, la capacité à progresser, en fait, aujourd'hui, il y a peut-être des difficultés liées à cette intervention, hein, le fait qu'elle exigerait par son caractère international un nombre d'acteurs assez important. Et par ailleurs, il y a des barrières politiques, hein. Lorsqu'on parle de mettre des nouveaux instruments ou des institutions en place, forcément, on peut se heurter à des barrières, hein. Par exemple, le fait d'associer santé publique et sécurité, c'est pas du tout un sujet qui fait consensus aujourd'hui. C'est assez débattu. Et le fait, par exemple, de réviser des traités, ça peut prendre plusieurs années de négociation. Et surtout, là, on est quand même sur des sujets en lien avec la santé publique et la biosécurité. Alors, si vous voulez bien, un sujet qui est sensible, c'est le fait de partager ses vulnérabilités en matière de sécurité nationale. Donc, euh, donc, euh, c'est assez compliqué dans ce contexte de négocier des traités, de réviser et donc de coordonner beaucoup d'acteurs autour de ces questions. En revanche, on peut supposer qu'il est possible de faire des progrès sans changer profondément des institutions. Et ça peut être par exemple en créant au sein des États ou des institutions existantes, travailler déjà, former des groupes qui pourraient travailler sur des pathogènes modifiés en parallèle de leurs activités existantes. Hein. Et ça pourrait attirer l'attention sur ces risques existentiels en évitant en fait des barrières diplomatiques majeures. Par ailleurs, voilà, une des difficultés les plus importantes, je pense, c'est le fait que la planification conjointe, hein, se mettre à plusieurs autour d'une table pour penser réfléchir à comment éviter les prochaines pandémies, et notamment si elles avaient un caractère plus extrême, ça existe beaucoup de transparence sur les capacités de chacun, hein, quelles sont les possibilités en matière de biosécurité de chacun. Et donc il faut une confiance mutuelle assez importante et qui n'est pas forcément garantie dans des contextes où la polarisation est importante, où il y a des tensions sur le plan international. Donc c'est une barrière à cette intervention et elle méritait d'être soulignée. Alors je vais désormais aborder la troisième et dernière intervention. Il ne nous reste plus beaucoup de slides. On aura terminé dans une dizaine de minutes maximum. Aujourd'hui, en fait, voilà, l'approche la plus transverse, ce serait d'attirer l'attention et le soutien de la communauté internationale sur la réduction des risques existentiels. Donc là, on ne parle pas d'un risque en particulier, mais de manière générale de ce qu'on appelle les risques existentiels en tant que phénomène, en tant que catégorie. Ces risques qui pourraient mettre fin à la vie intelligente sur Terre ou alors réduire drastiquement ce potentiel. Donc voilà, l'idée, c'est d'attirer l'attention et le soutien de la communauté internationale. Donc ça, c'est le constat, c'est que pour réduire les risques existentiels, puisque c'est une thématique qui est globale, avant tout, il semble pertinent de réagir à l'échelle internationale. Bien sûr, ça n'exclut pas le rôle du national, mais a priori, l'international a un plus grand rôle à jouer. Et on peut noter que les actions prises par la communauté internationale peuvent directement réduire les risques existentiels. Hein. On a j'ai cité des interventions, hein, sur la prévention des pandémies. Il peut y avoir des approches également sur la gestion du rayonnement solaire. Mais en fait, les actions prises par la communauté internationale, elles exigent une adhésion des États-nations et des institutions internationales. D'habitude, c'est parce qu'une thématique a de l'attention au niveau international qu'elle a du soutien. Et c'est grâce à ça que les institutions et les États, en fait, accordent leur attention à cette thématique. Donc on est un peu dans une boucle, hein, c'est plus ou moins ce qui s'est passé sur le réchauffement climatique. Et dans ce contexte, il semble vraiment prioritaire d'essayer d'attirer l'attention à l'échelle internationale pour que ça ait un effet de ruissellement sur les États-nations et les institutions assez bien spécifiques qui pourraient contribuer à la réduction de ces risques existentiels. Donc
Le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des décideurs internationaux ne sont pas sensibilisés aux risques existentiels. Heu, la plupart du temps, on a une attention qui est portée sur les risques qui ont potentiellement une dimension existentielle, par exemple le réchauffement climatique, mais selon qu'on considère l'échelle de 1,5 ou 6 degrés à la fin du siècle, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, en fait, on prend rarement les formes les plus extrêmes de ces risques, ni sur le fait que certaines, actions pour réduire certains risques permettraient de réduire d'autres risques. En fait, c'est la dimension, transversale qui est souvent omise, quoi. Heu, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de manière isolée, tandis que peu d'efforts sont faits pour communiquer avec d'autres organisations, ayant des objectifs similaires. Donc on est sur un terrain assez siloté et finalement, qui prend peu en compte la dimension, finalement la dimension, existentielle de certains risques. Dans ce contexte, il pourrait être très bénéfique de se concentrer sur la création de liens entre les communautés, hein, entre les communautés pour consolider, les connaissances et les efforts existants en matière de réduction de ces risques existentiels. Hem et on pourrait rapidement faire en tout cas, faire des progrès puisqu'il y a des fruits qui sont rapidement accessibles. Par contre, effectivement, il y a d'autres travaux qui pourraient jeter les bases d'un travail futur, mais voilà, un travail un peu plus indirect, hein, comme j'ai souligné par avant. Donc en fait, ce qui semble déterminant, c'est de commencer très tôt à attirer l'attention de la communauté internationale sur les risques existentiels parce que ça peut prendre beaucoup de temps de créer un soutien et de lancer une action sur des questions aussi vastes et complexes que les risques existentiels. Je ne vais pas donner un exemple parce que j'ai plus le temps, mais c'est une dimension assez importante à prendre en compte. Et aujourd'hui, en fait, il y a déjà des engagements qui ont été pris. On peut penser aux déclarations des Nations Unies sur sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures. Il existe également le Sendai Framework, donc ça c'est le cadre mis en place par la direction des risques, hein, de l'ONU, qui traite des risques de catastrophe. Mais en fait, ces engagements, ils ne prennent pas en compte les risques existentiels. On ne parle pas des risques existentiels qui pourraient mettre fin à la vie sur Terre ou réduire drastiquement son potentiel. Donc, dans ce contexte, ça pose la question de est-ce que finalement on ne devrait pas intégrer dans la gestion des risques catastrophiques c'est la question des risques existentiels ou alors créer un nouveau champ de gestion des risques particulièrement adapté aux risques existentiels. Bien sûr, ce travail ne devrait pas se faire au détriment de risques qui sont déjà connus, hein. C'est pas parce qu'on mettrait davantage en avant les formes les plus extrêmes de risques qu'on mettrait totalement de côté les exceptions les plus courantes des risques déjà connus. Donc l'intervention proposée, c'est d'attirer l'attention du système international. A priori, aujourd'hui, certaines stratégies sont plus susceptibles de marcher avec certains acteurs que d'autres, hein, mais voilà, généralement, on distingue plusieurs interventions pour attirer cette attention. C'est déjà les déclarations, et il y a un nombre important de déclarations qui ont déjà été faites, hein, donc déclarations ou de positionnements qui sont pris euh, pour mettre davantage en avant, enfin faire prendre connaissance aux acteurs internationaux et aux gouvernants l'existence même de ces risques existentiels. Et donc, il y a plusieurs options, hein, pour prendre des positionnements forts, hein, notamment dans les institutions onusiennes, hein. Et en revanche, hein, on peut souligner qu'une déclaration, généralement, elle n'a pas d'effet remarquable direct, hein. On peut supposer qu'elle pourrait servir comme un outil dans les négociations futures, ou voire même dans l'éducation des dirigeants, puisque en fait, faire une déclaration, bah, ça doit se négocier. Donc, forcément, quand on négocie, on est aussi initié, sensibilisé à ces risques. Donc, ça peut avoir un effet de ce côté-là, un effet plus ou moins direct. Et par ailleurs, on peut supposer que le fait de mettre en place une coopération internationale importante, hein, ça peut prendre place d'abord via une conscience nationale, hein. Donc, d'où l'importance, par exemple, si on a des gouvernements nationaux qui contribuent à des déclarations, qui réfléchissent sur ces déclarations, ils pourraient être sensibilisés sur les risques existentiels. Et donc, de fait, ça contribuerait à une meilleure sensibilisation et donc une meilleure coopération internationale sur ces questions. Et ça pourrait particulièrement bien se faire à l'échelle des Nations Unies ou de l'Union européenne. Donc, il y a par ailleurs des rapports, hein, et le fait de faire des rapports sur les risques existentiels, d'en commander ou d'en produire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a il y a plusieurs organisations pertinentes en matière de recherche qui pourraient produire ces rapports. Ça pourrait évidemment informer les décideurs pour leur faire prendre connaissance de ces risques existentiels.
mais aussi permettre, même aux chercheurs d'identifier ou aux décideurs, aussi, d'améliorer les meilleures stratégies qui ont été identifiées pour répondre à ces risques existentiels. Ça peut, voilà, faire des rapports et en lire, ça permet de monter en compétences et de signaler un niveau de préparation important, aux organisations, partenaires, aux organisations adjacentes, et ça permet de recevoir l'attention de la part de penseurs sérieux. Voilà, s'il n'y a pas de rapport sur les stratégies pour réduire des risques existentiels, finalement, il n'y aura peut-être pas de support et de soutien, voilà, en faveur de la réduction de ces risques. En revanche, il y a bien sûr un inconvénient, c'est que faire des rapports, ça a des coûts d'opportunité. Si on fait trop de rapports, même ceux qui visent à éviter les risques existentiels, hein, on peut échouer à encourager l'action, et finalement, ça peut être des rapports qui ne serviront pas. Donc voilà, il y a toujours un équilibre à trouver. Euh, alors, il y a encore les formations, hein, qui font partie des dispositifs intéressants. Bien sûr, il y a un certain nombre, enfin, ça existe déjà, hein, et je pourrais répondre à vos questions sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de conditions, hein, pour que ces formations risques existentiels soient efficaces, hein. Il faut qu'elles s'appuient sur les risques les plus connus, hein, les risques existentiels les plus connus et les plus certains, entre guillemets, hein, bien, toujours en précisant l'incertitude, mais voilà, pas présenter les risques les plus spéculatifs, hein. Et par ailleurs, voilà, il faut que ces formations, elles encouragent les participants à appliquer directement dans leur travail les choses qu'ils ont apprises. Sinon, ça peut être des formations un peu hors sol. Or, pour les décideurs, là, il est vraiment question de finalement les doter d'une capacité directe de gérer les risques existentiels. Euh, voilà pour le sujet des formations. Et enfin, la représentation politique des générations futures, donc, qui est une autre intervention pour attirer finalement l'attention de la communauté internationale sur les risques existentiels. Alors, on peut souligner qu'il y a déjà eu des initiatives, hein, à l'ONU pour représenter les générations futures, mais qui sont plus ou moins bloquées. Il y a encore des initiatives nationales qui existent. Euh, alors, a priori, la génération des générations futures, elle est intéressante, mais il y a quand même un risque que, premièrement, elle pourrait être peu influente, donc, et si elle n'était pas dotée de suffisamment de moyens, donc elle pourrait être ignorée. Et par ailleurs, en fait, le fait de responsabiliser certains acteurs sur la gestion du futur, ça pourrait plus ou moins décourager ou déresponsabiliser d'autres acteurs qui se diraient que c'est pas leur job du coup. Et ça, ce sera vraiment une mauvaise incitation. Donc c'est carrément un risque qu'il convient de surveiller sur la question des générations futures. Et aujourd'hui, même si c'est intéressant, a priori, il y a peu de preuves, mais aussi parce que c'est assez récent, sur le fait que c'est efficace de finalement représenter politiquement les générations futures. Ce qui veut pas dire que ça doit être mieux placard, mais voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a la création d'un bureau des Nations Unies pour la réduction des risques existentiels. Alors, là, je vais passer, même si euh, en fait, c'est particulièrement intéressant, hein, puisque ça traite vraiment de cette question, mais il y a les mêmes risques que la représentation des générations futures, c'est-à-dire le fait de considérer que puisqu'un bureau le fait, c'est pas le job des autres, ou le fait qu'il y ait peu de moyens qui soient consacrés, et donc du coup, en fait, enfin, le projet tombe à l'eau, quoi. En tout cas, ne répondent pas aux effets escomptés, quoi. Donc, et en plus, un tel bureau devrait faire ses preuves avant même d'avoir du financement. Or, vu la nature de son sujet, on peut considérer que c'est pas facile de faire ses preuves. Alors voilà, pour les limites de cette option, même si elle est tout à fait intéressante. Alors, de manière générale, sur la sensibilisation de la communauté internationale aux risques existentiels, il est difficile de modéliser l'impact que pourraient avoir ces efforts de sensibilisation. Et ce qui est compliqué, c'est une fois qu'on a sensibilisé, on ne peut pas faire machine arrière. Finalement, la façon dont le sujet est présenté est très important. Et dans ce contexte, la coordination avec d'autres acteurs impliqués sur ces sujets est tout aussi importante, quoi. Euh, voilà, c'est ce que je tenais à dire sur l'impact de cette intervention. Euh, la capacité à progresser, pour terminer, aujourd'hui, on a des raisons de croire que ça peut prendre beaucoup de temps de sensibiliser les dirigeants internationaux sur ces questions. Et en fait, même si ça marche, en fait, parfois on ne peut pas forcément le voir parce que ça stagne. Donc voilà, c'est sur des échelles de temps assez grandes. Euh, et malheureusement, on n'est pas doué pour considérer des risques avant qu'ils surviennent. Voilà, en fait, c'est généralement un événement traumatique qui survient, comme par exemple une catastrophe qui se réalise, hein. C'est là qu'on réalise l'importance de prévenir des risques. Or là, sur un risque existentiel, par définition, on peut pas forcément. Enfin, il est assez probable qu'un événement
qui mettent en lumière l'importance de réduire les risques existentiels, bah, il surviendrait trop tard puisque cet événement signifierait lui-même, l'énorme difficulté à réduire, enfin à reconstruire ou à endurer ce risque par sa nature existentielle. Donc l'idée, c'est que, et c'est vraiment contre-intuitif, c'est qu'il faut pouvoir générer l'action internationale avant même qu'un événement traumatique ne survienne. Mais nous sommes peu câblés pour faire ça. Une des difficultés peut-être encore, c'est qu'il est plus facile de s'accorder sur des principes plus généraux, mais en fait, c'est pas forcément aussi efficace que se mettre d'accord sur des actions bien précises. Donc, en fait, dès qu'on veut entrer dans le dur, ça devient un peu plus difficile de se coordonner. Or, il y en a besoin. Et enfin, heureusement, on peut essayer de voir ce que ça donne à des petites échelles, comme les Nations Unies, même si les risques existentiels, par leur nature internationale, doivent obtenir une réponse qui est globale. Alors, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vais faire quelques remarques finales et de pouvoir vous adresser la parole dans 2 minutes. La première remarque, c'est que finalement, on a vu qu'il y avait deux choses. Il y a premièrement le fait il est intéressant de réduire les risques parce que on peut y être exposé de manière immédiate et qu'il convient de se réduire le risque de façon immédiate. C'est-à-dire, par exemple, j'aime bien les métaphores du feu, c'est-à-dire que si un feu menace imminemment de survenir, alors il faut pouvoir le réduire ou l'éteindre s'il est déjà survenu. Mais il semble d'autant plus important, de manière générale, de protéger l'humanité face à ces risques existentiels de manière durable. Donc c'est en fait faire en sorte que finalement l'humanité ne serait même plus exposée à un tel feu. Et, euh, et ça, c'est des défis particulièrement importants qui sont inhérents à la gestion des risques existentiels. Et il convient de bien les avoir en tête. Euh, ce sont des risques qui imposent des règles bien particulières. Le fait que la plupart des outils traduits ne sont pas bien adaptés à la gestion de ce risque. Donc, nous avons une partie de nos outils incontournables. Robert l'a parlé tout à l'heure. Le fait est que nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Ça, c'est une particularité qui est tout à fait spécifique à ces risques. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire d'essai, d'erreur. Hein. C'est Carl Sagan qui dit qu'une théorie qui implique la fin du monde ne peut pas se prêter plus d'une fois à la vérification expérimentale. Donc, on est vraiment dans ce cas de figure. Et donc, dans ce contexte, on est vraiment sur des défis majeurs. En fait, on doit pouvoir coordonner plusieurs nations ensemble, mais on ne sait pas forcément, in fine, quand les risques auront été réduits, quelles actions auront aidé. Et enfin, il faut de nouvelles institutions qui soient dotées de ressources humaines et financières pour bien résoudre ces risques, alors qu'il y a énormément d'incertitudes et qu'elles sont soumises à la pression de prendre des actions qui soient fortes pour réduire ces risques, alors même qu'elles n'ont pas d'éléments de preuve, parce que de tels risques ne sont heureusement jamais survenus. Et donc voilà, il faut faire des décisions sans avoir accès à des probabilités robustes parfois sur les risques qui sont en jeu. Bien sûr, il y a des techniques pour les approcher, on n'est pas totalement démunis, mais ça reste porteur de nombreux défis sur lesquels on pourra discuter dans la prochaine minute. Hein. Et enfin, je voulais souligner que il y a vraiment plus que jamais, on est sur un défi de coordination internationale et la question qu'a mis Toby Ord dans son livre The Precipice sur la gestion des risques existentiels, c'est enfin, et pas que sur sa gestion, mais c'est la question de comment faire pour que les nations collaborent entre eux. Et a priori, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les incitations des nations sont uniquement alignées avec les incitations de l'humanité si toutes les nations en fait partagent les coûts, les coûts des politiques de réduction de ces risques et aussi les bénéfices de ces politiques. Euh, mais par ailleurs, il y a d'autres défis en fait en matière de coordination internationale. Est-ce que, par exemple, l'approche adoptée, est-ce qu'elle doit être incrémentale ou radicale? Est-ce qu'il faut avoir une approche plutôt de conseil ou de réglementation? Ou est-ce qu'il faut finalement que chaque acteur travaille sur son périmètre, ou est-ce que certaines organisations, comme un bureau des risques existentiels, soient dotées de capacités très larges? Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes, et c'est voilà ce que j'aimerais encore souligner ce soir, c'est la complexité de ce sujet. Mais en fait, on devrait pouvoir réfléchir à de nouvelles institutions tout en considérant de faire des changements aux outils dont nous disposons déjà. Et voilà, on peut supposer que garantir la sécurité existentielle, donc nous mettre à l'abri des risques existentiels et les réduire durablement, ça peut se faire avec finalement une coordination qui soit faite
on va dire, de minimum de règles qui soient contraignantes, hein, et qui empêchent des acteurs de menacer de manière générale, d'avoir un impact disproportionné sur le futur de l'humanité. Donc aujourd'hui, ce sont les pistes que nous avons, et nous avons un certain nombre de choses, hein, donc à défaut de savoir exactement ce qu'on vient de faire, il y a des principes qui ont été identifiés, donc ça c'est les principes qui sont mis en avant par Toby Hord. A priori, ne pas réguler prématurément, ne pas prendre unilatéralement des actions irréversibles, ne pas partager des informations dangereuses, ni exagérer les risques, ou enfin être trop polarisant, fanatique à propos de la réduction des risques existentiels, c'est-à-dire ne voir que ça et laisser tomber tous les autres problèmes. Enfin, ne pas agir sans intégrité, ou ne pas tomber dans le désespoir. Et enfin, ne pas ignorer le positif. Ce sont des choses, euh, ce sont des choses qu'il convient de faire. Donc, voici ce que j'avais à vous dire cette fois sur la réduction des risques existentiels. J'espère que vous avez pu trouver ça intéressant, bien que tout ça soit très dense. J'espère que je ne vous ai pas endormi. J'espère que je ne vous ai pas raconté des choses que vous saviez déjà. Et j'espère que j'ai pu le présenter de manière un tant soit peu intéressante. Et voilà, si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez juste dire coucou et espérer et souhaiter aux gens qui vont bien, voilà, on est dans un cadre privé où pas mal de gens se connaissent, donc on peut le faire.